collègues, nous poursuivons donc cet après-midi les travaux de notre mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique. Nous avons 3 auditions qui sont programmées cet après-midi. Nous avons le plaisir d'accueillir pour débuter le Conseil national de l'Ordre des médecins qui est aujourd'hui représenté par le docteur Jean-Marie Farrugia, président de la Société éthique et déontologie, de la section éthique et déontologie, et du docteur Anne-Marie Trarieux, conseillère nationale. Alors, les travaux de notre mission d'information abordent plusieurs thèmes, tels que le rythme de la révision des lois de bioéthique, les questions liées aux dons d'organes, à la procréation, à la recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches, sur l'intelligence artificielle, beaucoup de sujets qui concernent la médecine dans ses différentes composantes. Nous sommes donc désireux de recueillir votre regard sur l'ensemble de ces enjeux à l'occasion d'un exposé liminaire, ce après quoi nous pourrons procéder, si vous en êtes d'accord, à un échange de questions et de réponses. Je rappelle à toutes fins utiles que nos débats sont filmés et enregistrés. C'est pour ça que je vous demanderai à chaque fois d'appuyer sur le bouton de votre micro pour l'allumer et pour l'éteindre, de telle façon à ce qu'on puisse enregistrer également les propos de celles et ceux qui vous poseront des questions. Monsieur, alors je commence peut-être, docteur Farrugia qui commence. Et bien, écoutez, je vous laisse la parole. Bien, merci tout d'abord de nous accueillir. Entendre la voix de l'ordre qui s'était fait assez timide jusque-là, mais évidemment, nous abordons des sujets qui sont extrêmement importants et extrêmement sensibles. Alors, il est certain, Monsieur le Président, que nous avons 10 minutes pour exposer. C'est un temps extrêmement court pour débattre de sujets aussi importants. Et bien qu'il y ait au programme plusieurs rubriques, je pense que certaines nous retiendront peut-être plus que d'autres, et en particulier celles concernant l'assistance médicale à la procréation, puisque vous savez que nous avons pris une position officielle, en tout cas, depuis hier, pour donner un petit peu le résultat d'une réflexion qui est entamée déjà depuis plusieurs années. Si vous le voulez bien, nous pourrions peut-être commencer par les sujets de procréation, parce que c'est à nos yeux l'un des plus importants, ce qui ne veut pas dire que les autres sont dépourvus d'intérêt, mais en 10 minutes, il va falloir que l'on fasse évidemment extrêmement vite. Alors, comment voulez-vous que je procède? Je peux exposer les sujets, sujet par sujet, ou on parle de la procréation, j'expose la procréation, nous en parlons. Je pense que le mieux, c'est de balayer l'ensemble des sujets. Et qu'ensuite, si vous en êtes d'accord, si le rapporteur en est d'accord, ça permet de voir. Et ensuite, nous pourrons, à l'occasion des questions, approfondir tel ou tel thème. Alors, ces 10 minutes indicatives, n'hésitez pas à déborder un peu. Encore une fois, on a 1 heure. Et donc, on ajustera avec le temps des questions. Mais je crois que c'est aussi important qu'on ait ce temps d'exposer de vos positions. Je vais essayer d'être extrêmement synthétique. Alors, en ce qui concerne la procréation médicalement assistée, nous avons balayé les problèmes qui se posaient évidemment à l'ordre des médecins. Et en particulier, nous avons étudié déjà le problème de l'autoconservation des gamètes. Tout cela pour dire que, finalement, quel est le rôle de l'ordre des médecins dans ces questions qui sont surtout des demandes sociétales, et nous y reviendrons au propos de l'AMP. Et à la demande sociétale, évidemment, il y a une possible réponse technique médicale, et l'ordre des médecins représente l'ensemble des médecins inscrits au tableau. Sur l'autoconservation des gamètes, nous avons souligné plusieurs choses. L'ordre des médecins ne peut pas s'opposer à ces desiderata. L'ordre des médecins, c'est de dire aux médecins, attention, il y a des risques, et c'est à vous à en tenir compte. Risque dans la stimulation ovarienne, parce qu'elle utilise des produits qui sont extrêmement violents pour pouvoir obtenir des ovocytes, et ça, les médecins doivent informer la patientèle. Risque aussi de désillusion, puisque très récemment, dimanche dernier d'ailleurs, s'exprimait dans le Sud-Ouest une spécialiste de la question de l'Université de Bordeaux, Madame le docteur Papaxantos, et qui disait que 6% seulement des ovocytes conservés pourront donner lieu à un embryon vivant. C'est dire qu'il est du rôle du médecin de prévenir les dames qui souhaiteraient reporter à plus tard une conception des risques qu'elles prennent quand même, et en tout cas à leur dire qu'il n'y a pas de garantie de réussite. Voilà ce qu'on peut dire sur l'autoconservation des gamètes, qui sont surtout des questions pour l'ordre, de demander aux médecins
de se rapprocher le plus de la déontologie et donc information et consentement du patient. Sur l'AMP, qui est un sujet possiblement le plus important et qui a nécessité chez nous de nombreuses discussions, nous avons entendu beaucoup de monde, nous avons entendu des scientifiques, nous avons entendu des philosophes, nous avons entendu des associations. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agissait essentiellement d'une demande sociétale et que la réponse, effectivement, ne pouvait être que médicale, mais qu'en aucun cas, le médecin ne pouvait être considéré que comme un technicien supérieur capable d'apporter la réponse cherchée. Alors, est-ce qu'il est du rôle du médecin traitant de pouvoir donner à sa patiente tout ce qui peut exister sur le plan des possibilités thérapeutiques? La question reste entière. Néanmoins, nous estimons que ce problème-là mérite d'être étudié sous deux visées. La première est une visée déontologique. Notre code de déontologie médicale, qui est inscrit dans le code de la santé publique, dans la partie réglementaire, aucun article dans ce code de déontologie ne permet de refuser d'emblée l'AMP. Par contre, il y a un article qui est extrêmement important, qui est l'article 7, et qui concerne la non-discrimination. Le médecin ne peut en aucun cas discriminer les populations qui s'adressent à lui, ni en raison de leurs convictions religieuses, politiques ou de leurs mœurs, etc., et qu'il n'appartient donc pas au médecin de trancher la question. C'est pour ça que nous estimons que c'est une demande sociétale. Et en plus de cet aspect déontologique, le problème éthique. Les quatre principes éthiques que l'on ressort constamment, l'autonomie, la bienfaisance, l'absence de maltraitance, équité et justice, eh bien, posons-nous les questions à propos de la PMA, et si on voulait, posons-nous les mêmes questions vis-à-vis de la GPA, et vous verrez que les réponses sont totalement différentes. Autonomie de la personne. La personne veut un enfant. C'est une femme seule, c'est un couple de femmes homosexuelles, elles veulent un enfant. Ça peut être la source d'une souffrance que le médecin est en devoir d'écouter. Je ne dis pas forcément d'y répondre, mais d'écouter et d'entendre et d'accompagner la demande jusqu'à ce que le projet puisse être étudié, voire solutionné par des équipes spécialisées. Autonomie de la personne, mais autonomie aussi du médecin qui est libre, parce que, je ne parle pas de clause de conscience, nous y reviendrons après si vous voulez, mais je parle de l'article 47 qui dit qu'un médecin, pour des raisons personnelles ou professionnelles, peut parfaitement se récuser et ne pas donner ses soins aux patients, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une urgence, et nous ne sommes pas dans une situation d'urgence, et à condition qu'il donne à son patient ou sa patiente, d'une façon générale, toutes les informations utiles pour qu'il puisse continuer à être pris en charge. C'est ce qu'on appelle assurer la continuité des soins. Autonomie de la personne, autonomie du médecin. Deuxième volet, la bienfaisance. Est-ce qu'il est bienfaisant d'accorder à une femme la possibilité d'avoir un enfant lorsqu'elle est seule ou lorsqu'elle est en couple homosexuel? C'est donc ce qu'on a appelé, et qui a donné lieu à large débat, le droit à l'enfant. En fait, pour nous, on considère que ce n'est pas le droit à l'enfant, parce que ce n'est pas systématique, mais que c'est le droit d'avoir accès à l'assistance médicale à la procréation. Et de quel droit l'ordre des médecins dirait non, madame, vous n'y avez pas droit. Point. Et la raccompagner ainsi à la porte du cabinet. Ce n'est pas le rôle du médecin. Le médecin doit l'écouter, doit l'entendre. On a parlé des droits de l'enfant à naître. Est-ce que c'est à l'ordre à se positionner, à de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Dans toutes les statistiques que l'on voit, et évidemment, selon les lobbyings divers, certains disent qu'il faut un papa et une maman pour un enfant. D'autres disent que, finalement, que ce soit deux mamans ou une maman seule. Nous connaissons tous des femmes, soit qui ont été abandonnées, soit qui ont été filles mères, soit qui ont été veuves, et qui ont élevé un enfant et qui a fait sa vie, qui a été élevé d'une façon correcte sur le plan socio-culturel. On connaît aujourd'hui des couples de femmes homosexuelles qui ont adopté un enfant et qui l'ont mené jusqu'où elles ont pu le mener. J'ai connu, moi qui suis médecin de campagne de formation,
J'ai connu des enfants nés dans un couple papa-maman, des enfants qui n'ont pas forcément été heureux. Certains se sont retrouvés à l'ASE. Je crois qu'il n'appartient pas à l'ordre de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, même sur le volant éthique. Absence de malfaisance. Est-ce qu'il est malfaisant de permettre à une femme d'avoir un enfant toute seule ou couple de femmes? Là aussi, l'ordre pense qu'il n'a pas son mot à dire. Enfin, dernière question éthique que l'on soulève, c'est équité-justice. Vous savez très bien aujourd'hui que des femmes vont dans les pays limitrophes pour pouvoir bénéficier d'une AMP, qui reviennent ensuite en France, qui sont pris normalement en charge par la sécurité sociale. Il n'y a pas de souci particulier. Mais encore faut-il, pour franchir la frontière, en avoir les moyens et géographiques et matériels, pécuniaires. Une femme qui habite à la frontière d'un pays qui pratique l'AMP n'aura pas de difficulté à franchir la frontière et d'obtenir de l'autre côté ce qu'elle ne peut pas obtenir en France. Une femme qui habite dans le Massif central aura peut-être beaucoup plus de difficultés pour pouvoir aller jusque-là. Et puis, il pourra y avoir aussi une inéquité sur le plan des possibilités pécuniaires. Alors, c'est un problème qui mérite d'être tranché, mais qui mérite d'être tranché par la société. Alors, si la loi évoluait, la question de la clause de conscience et de son expression dans la loi ferait débat. Par exemple, pour l'interruption volontaire de grossesse, il y a un article spécifique, qui est l'article 18, et qui dit que, pour certaines raisons particulières, le médecin peut, malgré les possibilités de la loi, peut décliner, évidemment, sa participation à cet acte médical. Faut-il un article identique dans l'AMP? Nous estimons que non, parce que si on faisait un article comme ça serait une discrimination, et on tomberait en opposition avec l'article 7. Reste au médecin la possibilité de se récuser à une condition, c'est de bien avoir entendu sa patiente et de lui avoir donné les moyens de poursuivre son projet auprès d'équipes spécialisées. D'autant plus que, vous savez comme moi, que l'AMP n'est pas à la portée de tout le monde. Certains médecins aujourd'hui peuvent faire des AMP médicamenteuses, mais avec une convention, avec un établissement. Enfin, c'est assez compliqué. Et en fait, il y a très peu de médecins qui se lancent dans cette aventure. Et si on parle d'IVG chirurgicale, eh bien dans ce cas-là, il faut un environnement sécure pour la patiente et ça ne s'improvise pas. Donc, si une femme réclame une AMP, il est vraisemblable qu'elle s'adressera à une équipe spécialisée. On conçoit mal qu'un gynécologue aujourd'hui refuse de faire des IVG. On conçoit mal aujourd'hui qu'un médecin qui fait de l'AMP puisse refuser systématiquement. Mais quand bien même il estimerait que sa conscience lui dit de ne pas le faire, pour des raisons que nous n'avons pas forcément à réclamer, eh bien, il appartiendra à ce médecin de confier la patiente, si la loi a évolué, bien évidemment, de confier sa patiente à une équipe compétente, susceptible d'écouter cette dame et de lui apporter une réponse adaptée. Voilà où nous en sommes. Alors, bien sûr, il y a des questions éthiques qui ressortent. S'il y a l'AMP pour tout le monde, s'il y a une demande d'une femme seule, s'il y a une demande d'un couple de femmes homosexuelles, s'il y a une demande d'un couple homme-femme tel que la loi le permet aujourd'hui, à qui va-t-on donner ces gamètes qui deviennent rares? C'est une question. Il ne doit pas y avoir de discrimination. Comment se fera le choix? Je n'en sais rien. L'appariement, lorsqu'un couple homme-femme va réclamer des gamètes, on va rechercher une compatibilité géographique pour ne pas rentrer dans des détails particuliers. Et puis, voilà, on va essayer d'assortir quand même, autant que faire se peut. Nous avons interrogé les sécos vraiment pour voir comment ça se passait. C'est une question qui a été difficile et dont le débat est particulièrement sensible. Voilà, je crois, tout ce que l'on peut vous dire. Il y a une autre question aussi, c'est de l'accès aux origines, puisque la question a été soulevée. Nous avons rencontré, mais je pense que pas mal d'entre vous aussi ont dû entendre, des personnes qui veulent avoir accès à leurs origines. Il est possible que cette recherche-là puisse profiter à la personne qui recherche, mais évidemment, il faudra que dans ce cas-là, le donneur soit prévenu à l'avance
et qu'il dise ou non son accord à la recherche que pourrait faire une personne qui aurait sa majorité et qui voudrait savoir un petit peu qui était son père, par exemple. Et peut-être qu'il serait utile, alors là, sur le plan médical, de savoir que finalement, le papa a bien donné son sperme dans les années X, mais que depuis, il a développé une pathologie qui pourrait peut-être évoquer une pathologie héréditaire, possiblement handicapante, et pourquoi ce jeune ne pourrait pas avoir... voilà. Je crois que, à condition que ce soit évidemment écrit quelque part dans un texte extrêmement précis, pourquoi l'ordre s'opposerait-il si tout le monde est d'accord? D'ailleurs, notre principe à nous, vous savez que c'est guider les médecins dans l'intérêt des patients, et que quel est l'intérêt du patient? Est-ce que ce patient a intérêt à connaître ses origines ou pas? Est-ce que ce patient a intérêt à connaître la pathologie de celui qui a permis de le faire naître? Voilà des questions à débattre encore. Nous n'avons évidemment pas de réponse, mais si la loi évoluait, bien évidemment qu'il faudra se poser des questions, y compris concernant l'insémination post-mortem, le double don qui d'ailleurs paraît un petit peu particulier, puisqu'on accepte éventuellement l'implantation d'un embryon et qu'on n'accepterait pas que les deux éléments susceptibles d'engendrer une personne puissent être réunis. Bon, voilà. Autant de questions autres qui viendront si, par hasard, la loi... En tout cas, les questions éthiques restent bien présentes et tous les problèmes ne seraient pas pour autant résolus si la loi évoluait. Mais en tout cas, la position de l'ordre aujourd'hui, c'est de dire nous n'avons pas de raison d'être contre parce qu'il n'y a pas de raison déontologique écrite et qu'il n'y a pas d'opposition formelle aux 4 principes qui sont la base de l'éthique. Je dis juste un mot sur la GPA. Il est certain que, par exemple, si on se posait les mêmes questions éthiques sur la GPA, nous n'aurions pas les mêmes réponses. Autonomie, non, sûrement pas. La femme qui accepte ça, je ne pense pas qu'il y ait une autonomie absolue. On verra beaucoup plus de femmes en Inde accepter une grossesse tous les 13 mois. Elle ne le fait sûrement pas dans un but uniquement altruiste, mais par nécessité. Donc, autonomie, non. Bienfaisance, je ne peux pas penser qu'une femme qui pourrait être enceinte tous les 13 mois, ce soit bienfaisant de lui accorder. Absence de maltraitance, l'ordre pourrait considérer quand même que c'est maltraitant un petit peu d'autoriser la location d'utérus. Justice et équité, eh bien, on ne serait pas en phase de justice et équité entre celles ou ceux qui peuvent éventuellement louer un ventre et celle qui a besoin de cette location pour pouvoir vivre. Voilà un petit peu où en est la réflexion de l'ordre aujourd'hui sur la procréation. Inutile de dire que le corps médical est aussi divisé que peut l'être la société. Les réactions des médecins se feront entendre. Une partie sera contre, une partie sera pour, une partie sera indécise. Mais l'ordre ne pouvait pas non plus continuer à réfléchir parce qu'on s'aperçoit depuis un moment qu'on tourne un petit peu en rond, malgré toutes les consultations que nous avons poursuivies à l'intérieur du monde médical et à l'extérieur du monde médical. Si vous le permettez, on passe au deuxième sujet dont on a longuement débattu sur le don d'organes, mais monsieur le député Touraine assistait d'ailleurs et menait le débat que nous avons eu déjà au ministère. La situation actuelle, l'ordre n'a rien à dire. Des protocoles sont parfaitement établis. Les équipes de prélèvement sont remplies d'humanité. Et je crois que les questionnaires qui ont été établis sont remarquables. On respecte la volonté, bien sûr, de la personne qui donne. Alors, bien sûr, il y a le problème des donneurs vivants et des donneurs décédés. Pour les donneurs vivants, la loi paraît tout à fait satisfaisante. La question que l'on se pose, nous, c'est de savoir s'il ne faudrait pas un statut du donneur vivant pour qu'au moins, en échange de ce don, qu'il ne soit pas pénalisé sur le plan matériel. Voilà une idée, mais qui a d'ailleurs été soulevée par d'autres. En ce qui concerne le prélèvement finalement d'organes,
bien, il y a un registre des refus, on en prend acte. Nous aurions préféré, mais enfin la loi est ainsi faite, mais nous aurions préféré probablement un registre des dons, parce que on peut estimer que donner un organe, c'est un geste altruiste et c'est un geste gratifiant finalement aussi pour celui qui donne, alors que le fait d'aller s'inscrire sur un registre du refus, il me semble que j'irai en marche arrière. Voilà. Donc voilà où nous en sommes de notre réflexion. Et bien évidemment, on conserve le respect des principes consentement, gratuité, anonymat, équité de répartition et évidemment sécurité sanitaire. L'Ordre des médecins s'engage, comme il l'a déjà fait, à faire la promotion du don. Dans certains pays, ça marche très bien. L'Espagne est un exemple, et nous en avions eu une démonstration d'ailleurs lors de nos échanges. Nous continuerons, nous, à prôner cette gratuité du don et ce geste. Il est trop terrible de penser que tous les jours, nous mettons en terre des organes qui vont évidemment suivre le destin que vous connaissez, alors que pendant ce temps-là, des gens attendent dans un lit et prient le ciel de pouvoir obtenir un greffon. Je crois qu'on ne peut pas s'éloigner un petit peu de cette réflexion qui est peut-être philosophique, mais après tout, au niveau de l'Ordre des médecins, nous ne nous interdisons rien. En ce qui concerne le don de gamètes, le problème risque de se poser au niveau du stock. Diminution, augmentation, si la loi changeait, est-ce que ça changerait quelque chose? Si l'anonymat disparaissait, c'est pour ça qu'il faut... Je pense qu'il est prudent de ne pas parler d'anonymat. Il vaut mieux parler de possibilité d'accès à ses origines plutôt que d'anonymat. Parce que si on parle de lever de l'anonymat, tout le monde sera contre. Et il n'est pas obligatoire de dire que c'est M. Pierre Dupont qui habite à tel endroit. Mais on peut dire que c'est un monsieur de tel âge qui n'avait pas de pathologie à cette époque-là, etc. L'Australie, qui a levé ce problème de l'anonymat, a connu une baisse des stocks pendant un certain temps et puis s'est remonté finalement à un niveau supérieur. Il est évident que si cette solution était adoptée, il faudrait l'encadrer de beaucoup de textes. Et en tout cas, il est certain que le stock actuel qui existe dans les conservateurs ne pourrait pas subir évidemment cette évolution, puisqu'il faudrait que le donneur, au moment où il donne, soit conscient du fait qu'un jour peut-être on lui posera la question de savoir. Il peut dès le départ dire « moi je ne veux en aucun cas », il pourrait éventuellement revenir sur sa décision, mais je crois qu'on ne peut pas appliquer évidemment cela du jour au lendemain avec les stocks, en tout cas les dons qui seraient antérieurs à. Mais ça, je pense que le législateur s'en occupera. Sur le don du sang, il n'y a rien à dire. Les principes identiques, c'est toujours pareil. Consentement, gratuité, anonymat, équité de répartition, bien sûr. Recherche sur l'embryon et les cellules hématopoïétiques. Incontestablement, quand on regarde les lois successives ont été de plus en plus permissives. Actuellement, c'est une demande surtout des chercheurs. Les chercheurs font remarquer que la France, pour l'instant, n'est pas dans le peloton de tête des brevets. Et que si la France persiste dans sa position, eh bien, nous allons nous faire dépasser un petit peu par tous les autres pays, y compris les pays émergents. Donc, l'ordre n'est pas opposé à ce qu'il y ait la recherche sur l'embryon, à condition, bien sûr, que l'on conserve la clause de conscience qui existe déjà dans le Code de la santé publique, et que si même un laborantin ne veut pas participer à la recherche sur l'embryon, qu'on lui reconnaisse bien évidemment ce droit. Je parle du laborantin, mais je parle de tout le monde, de l'ingénieur et du médecin en particulier. Je n'ai pas à me prononcer pour le laborantin ni pour les ingénieurs, mais je prononce pour les médecins. Les médecins peuvent avoir le droit de dire... Il m'étonnerait d'ailleurs aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de chercheurs en la matière et qui sont dans des laboratoires de recherche génétique de dire « je ne veux pas participer à ». Donc l'ordre, évidemment, n'a pas à s'opposer, en tout cas, à l'élargissement des règles, si c'est évidemment dans le but d'apporter un plus et à la science et à la société et aux patients.
Sur la génomique, juste un mot, hein, parce qu'il y a un diagnostic préimplantatoire qui finalement est une sélection. Et il y a la possibilité maintenant de la correction du génome avec les ciseaux CRISPR-Cas9 et compagnie, là, qui permettent de, excusez-moi de le mettre entre guillemets, de tripoter un petit peu l'ADN. On sait à peu près ce qu'on veut faire, on ne sait peut-être pas trop ce à quoi on va aboutir, et on ne sait pas non plus dans l'avenir, mais enfin je laisse la place aux spécialistes de ces questions pour en débattre. Je crois qu'il faut être raisonnable en tout. Bien évidemment, il faut se garder de tout risque d'un eugénisme opportun, hein, ou de risque de dérive à partir de la génomique. La fin de vie, messieurs, je crois qu'elle n'est pas au programme. Non, elle n'est pas au programme, donc nous allons sauter ce chapitre. J'espère qu'il fera l'objet d'une autre rencontre où nous aimerions bien pouvoir vous exposer un petit peu la position de l'ordre, qui là aussi est une très longue réflexion sur plusieurs années. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, je vais être bref, parce que je ne suis pas un spécialiste de cette question-là, mais nous avons chez nous des gens très avancés en intelligence artificielle. Il est certain aujourd'hui que le Conseil national, qui a été un partenaire actif de ces problèmes d'intelligence artificielle dans l'exercice médical, si on peut apporter aux médecins des éléments et des outils supplémentaires pour mieux gérer leur travail, pour être aussi plus avertis de toutes les questions possibles, il est certain qu'aujourd'hui, en appuyant sur un bouton, on peut avoir une tonne d'hypothèses diagnostiques et que ça peut rendre service aux patients. Jusqu'à présent, le médecin a cherché dans sa tête, cherché dans les livres, aller éventuellement à la librairie ou à la bibliothèque de la faculté de médecine pour rechercher quelque chose, une information qui était souvent peut-être déjà périmée, alors qu'aujourd'hui, il suffit de taper 3 mots sur Internet pour obtenir des pages et des pages sur telle ou telle pathologie. Plus on donnera aux médecins de moyens d'information et de moyens de se renseigner, eh bien mieux ça vaudra, évidemment. Mais attention, il y a des principes qu'il faut conserver. Il faut garder un œil vigilant sur le secret médical. Est-ce que cette intelligence artificielle, qui permet quand même des choses extraordinaires, elle ne sera pas capable aussi de remonter jusqu'à l'origine d'un cas pathologique et de trouver l'identité du patient ? Alors j'avais lu il y a quelque temps que la numérique quantique permettrait de retrouver un grain de sable dans le Sahara. Bon, c'est peut-être une image, hein, mais néanmoins, à partir de quelques éléments, est-ce qu'on pourrait remonter jusqu'à l'identité du patient? Et c'est là où l'ordre a un mot à dire, parce que le secret médical, qui est finalement attaqué souvent et de toutes parts, on se bat, nous, pied à pied, parce qu'on dit toujours qu'il est général et absolu, et qu'on n'a pas envie qu'on gratte un petit peu les fondations du secret médical, parce que si on grattait ces fondations du secret médical, il n'y aurait plus de confiance du patient, et s'il n'y a plus de confiance du patient, on ne pourra plus soigner les gens. Le secret médical est général et absolu, sauf dérogation prévue par la loi. Il y a suffisamment de dérogations, et nous avons eu l'occasion d'ailleurs de dire souvent qu'il ne fallait pas rajouter des dérogations à des dérogations. Nous sommes en train de travailler en ce moment sur une autre notion qui est la transgression en médecine. Cette transgression qui doit rester exceptionnelle peut éventuellement, dans certains cas, permettre aux médecins de s'affranchir de ce secret médical, mais en tout cas, il faudra qu'ils puissent s'en justifier et que cette transgression soit tout à fait proportionnelle à l'objet poursuivi. Voilà sur l'intelligence artificielle. Bien évidemment, il ne faut pas qu'elle vienne trop interférer entre le patient et son médecin. Bien sûr qu'on dit que l'écran crée un obstacle, je ne crois pas. Et puis de toute façon, les patients qui iraient maintenant chez un médecin qui ne verrait pas d'écran, le médecin serait suspect d'être un petit peu périmé, entre guillemets. Donc voilà. Mais par contre, il faut une juste place et il faut surtout que l'émergence de cette intelligence artificielle ne remplace en aucun cas l'humanité du médecin, parce que lorsque le patient vient voir son médecin, ce n'est pas uniquement pour avoir un diagnostic, oui, certes, mais c'est aussi pour avoir une main tendue et savoir qu'il est pris en charge et accompagné. On pourrait en parler longuement, mais j'essaie de vous dire l'essentiel.
On a posé aussi la question des enfants intersexes. Je ne sais pas si je peux en dire un mot. Je crois que si je voulais résumer un petit peu, lorsque cette situation se présente, il est urgent d'attendre. Il est urgent d'attendre, pourquoi? D'abord parce que je ne rentrerai pas dans les définitions, parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a un distinguo avec transgenre, dysphorie de genre, et puis certains ont voulu appeler ça anomalie du développement génital, variation sexuelle, malformation des organes génitaux, anomalie de la différenciation sexuelle, désordre de la différenciation sexuelle, autant une terminologie extrêmement riche qui traduit un petit peu la difficulté à définir et la frilosité peut-être de ceux qui réfléchissent à s'engager pour cette terminologie. Tout ce que je vous ai cité, en tout cas, ce sont des termes qui sont constamment évoqués. Alors, sur le plan biomédical, il y a le choix des parents, ou le souhait des parents. Un enfant né intersexe. Alors, de deux choses l'une. Ou la situation est urgente, parce que si on ne fait rien, on va arriver à des complications. En général, c'est sur l'appareil urogénital, on va avoir des complications rénales, on va avoir des choses. L'intervention chirurgicale peut se justifier d'emblée. Bon. Mais si ça n'est pas urgent et si le pronostic n'est pas engagé, autant que faire se peut, il faudrait attendre la majorité de l'enfant. Le temps qu'il se construise, le temps qu'il se construise une identité. On pense, et je pense qu'il y a beaucoup de philosophes qui disent pareil, que c'est pas aux parents, bien évidemment, ils avaient envie d'avoir une petite fille, et puis, manque de peau, il arrive quelque chose qui ressemble à un garçon, mais on ne sait pas trop. Et comme ils voulaient une petite fille, ben, si on pouvait corriger tout de suite, au moins... Bon, alors ça, c'est une vision, évidemment, passéiste. Aujourd'hui, on ne peut pas adhérer à ce schéma, quand bien même les parents seraient pressés de voir... Ça sera tout l'art du médecin et surtout des équipes spécialisées, parce qu'il est évident que s'il y a un sujet sur lequel le médecin ne doit pas rester seul, c'est bien celui-ci. Je crois que, autant que faire se peut, il faudra attendre, parce que ça sera forcément une chirurgie mutilatrice, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et qu'il est bien d'attendre la majorité sexuelle pour avoir la pleine adhésion de l'enfant. Néanmoins, il est certain que cet enfant va passer, peut-être, si on compte tout, va passer 18 ans dans une situation ambiguë, où il aura peut-être la possibilité de se construire dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est vrai qu'à considérer, c'est quand même un drame épouvantable, et on peut imaginer aussi tous les problèmes qu'il va rencontrer, aussi bien à l'école qu'au lycée, etc. Donc, on pense qu'il est dangereux de provoquer une assignation qui pourrait être irréversible. En tout cas, cela relève entièrement de la collégialité, jamais de décision tout seul, d'équipes pluridisciplinaires et surtout de centres de référence. Aujourd'hui, aucune équipe ne devrait prendre de responsabilité sans passer par un centre de référence. Le rôle du médecin est toujours là, parce qu'il faudra assister les parents, il faudra les éclairer, il faudra rester à leur disposition, il faudra leur expliquer, il faudra les guider dans ce cheminement qui va être un probable purgatoire d'un certain nombre d'années. Alors, bien sûr, tout ça soulève des problèmes juridiques aussi. J'en ai fini. J'en ai vraiment fini. Problème juridique parce qu'il y aura un problème d'état civil. Alors ça c'est au législateur à le dire, pas forcément au juge, mais au législateur, et en tout cas par l'ordre des médecins. En conclusion, donc très rapidement, pour chacun des sujets, il faut, nous, ordre des médecins, de se poser la question de la compatibilité entre ce qui est éventuellement proposé ou envisagé, ce qui est écrit dans le code de déontologie et sur les principes éthiques. Mais les principes éthiques, c'est une discussion sans fin. Et je vous rappelle aussi d'ailleurs que le code de déontologie n'est pas gravé dans le marbre et que nous savons l'adapter en fonction des circonstances. Et je vous renvoie à la question sur la fin de vie, où nous avons réécrit finalement ce qui est le décret d'application. Nous avons réécrit tout l'article 37 et suivant pour expliciter la loi, Claes Leonetti, et la rendre applicable. Voilà. Alors,
nous sommes à votre disposition pour répondre éventuellement à des questions. J'essaie de survoler tout ça. Ça mériterait évidemment des heures parce que ça résume finalement le travail de l'ordre depuis des années. Je suis à votre disposition. Merci, docteur. Vous me permettrez effectivement de vous remercier pour ce panorama général et on va pouvoir effectivement approfondir telle ou telle question que vous avez abordée. Moi, je voudrais sur 2 points. D'une part, la question de l'assistance médicale à la procréation, l'AMP tout d'abord, et puis deuxième point ensuite. Sur l'assistance médicale à la procréation, vous avez effectivement soulevé l'application de principes qui concernent les adultes. La non-discrimination, l'autonomie de la personne, la bienfaisance, les questions d'équité, de justice, ça concerne effectivement les parents. Par contre, l'intérêt de l'enfant, effectivement, vous avez dit, nous, alors là, vous n'appliquez pas les principes, c'est-à-dire que vous les appliquez pour les adultes, mais pas au contraire de ce qu'a fait le comité d'éthique pour l'Agence nationale de médecine, qui, lui, a fait prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant dans la position qu'il a exprimée aux États généraux de la bioéthique. Alors, est-ce que vous pensez que c'est 2 positions contradictoires que celles qui ont été exprimées par celle de l'Agence nationale de médecine et la vôtre. Sur ce point de la procréation également, on sait que notre pays se singularise des autres pays par des choix éthiques. Vous les avez évoqués, la gratuité, l'anonymat, le consentement. Et dans le même temps, vous dites qu'il se passe des phénomènes à l'étranger et on ne peut pas lutter contre ces phénomènes à l'étranger. Et donc, il faut que nous nous adaptions d'une certaine manière notre cadre éthique dans une espèce de moins-disant éthique, de dumping éthique. Est-ce que c'est pas dangereux? Parce que ces rappels que vous avez faits pour d'autres dons, d'organes, du sang, etc., ça veut dire qu'ils seraient balayés pour le don de gamètes, qui est également un don. Donc là aussi, est-ce qu'on ne risque pas de rentrer dans une spirale de moins-disant éthique? Et puis, toujours sur cette question de l'assistance médicale à la procréation, que répondez-vous à ceux qui disent que la médecine, c'est d'abord un art pour prévenir les maladies et soigner les malades, et pas pour répondre à des demandes sociétales et devenir, d'une certaine manière, prestataire technique de demandes sociétales? Est-ce que vous pensez qu'il faut effectivement une évolution de la médecine pour aller, pour sortir de ce rôle initial de prévention des maladies et de soins des malades pour répondre à des demandes sociétales? Voilà pour les questions de procréation. Sur les autres questions, vous avez abordé effectivement l'intelligence artificielle et son essor. Est-ce que, selon vous, cet essor appelle à la nécessité d'un encadrement éthique des applications en médecine, alors qui sera à construire progressivement, mais est-ce que c'est... Et deuxième point, c'est la question des tests génétiques. Là aussi, vous les avez évoqués. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut, selon vous, garantir la protection des données personnelles génétiques et qu'elles ne fassent pas l'objet, effectivement, de marchandisation? Est-ce que c'est aussi un sujet sur lequel vous pensez que nous devons nous pencher pour réglementer un peu cette utilisation des tests génétiques qui, eux aussi, sont soumis à la pression de la mondialisation? Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, il y a beaucoup de questions. Je pense que ce qu'a pu dire l'Académie de médecine, alors le Comité consultatif national d'éthique, attendons, c'est le 25 qui va rendre ses conclusions. Pour l'instant, ce qu'il a communiqué, c'est uniquement le résultat de ces réunions régionales. J'ai assisté à quelques réunions régionales. Ces réunions, évidemment, c'était le public, c'était ouvert au public. Nul doute qu'il y avait beaucoup de lobbying, aussi bien pro que anti, etc., qui ont peut-être accaparé le micro. Je ne sais pas pour les autres régions, mais en tout cas, ce que j'ai vu, moi, c'était le cas. Je crois que c'est pas antinomique, en tout cas. Donc, attendons le 25, puisque le Comité consultatif national d'éthique se prononcera le 25. On verra ce qu'il dira. Je n'ai aucune information particulière. En tout cas, c'est pas antinomique. L'Académie de médecine a une mission qui n'est pas la nôtre. Nous, on est là pour éclairer le médecin, lui demander de respecter les règles déontologiques qui sont établies et de respecter le code de la santé publique dans l'intérêt des patients. Je crois que c'est pas dire, mais chacun a son rôle et il nous a semblé que les prérogatives de l'ordre s'arrêtaient à un certain moment
comme je l'ai dit et répété surtout ces jours-ci, mais qui sommes-nous, l'ordre des médecins, pour déclarer que ça c'est bien, ça c'est pas bien? Nous ne sommes pas des philosophes ni des penseurs. Nous sommes là, nous, pour écouter des patients qui souffrent, quel que soit leur état, quelle que soit leur origine. C'est l'application de ce merveilleux article 7 qui est parfaitement bien rédigé et qui mérite d'être relu régulièrement. Donc nous ne poursuivons peut-être pas les mêmes objectifs. En tout cas, c'est pas antinomique. Votre deuxième... Alors, c'était sur l'application, effectivement, de principes, surtout pour les adultes, et de ne pas prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans les arguments que vous avez évoqués. Oui, ben, je crois que, vous savez, même dans le consentement, il y a des articles qui disent que le consentement, c'est l'autorité paternelle et maternelle. C'est l'autorité des deux parents. Dans certaines circonstances, il faut bien l'avis des deux pour prendre une décision en dehors des actes usuels de la vie. Mais aujourd'hui, même par exemple, pour une vaccination contre le cancer du col de l'utérus, on va demander, parce qu'il peut y avoir éventuellement des effets secondaires, on va demander l'avis des deux parents, à moins qu'ils soient déchus de l'autorité parentale. Mais pour les actes usuels, bon, si c'est une rhinopharyngite, je pense que même si le couple est séparé, on va écouter le parent qui amène l'enfant, évidemment, et on va prendre les dispositions qui s'imposent. En matière d'anomalie de développement urogénital, c'est un problème extrêmement lourd et il est hors de question que ça se gère en dehors des centres de référence. C'est pas possible, c'est trop lourd. Mais le consentement de l'enfant, le consentement, c'est un terme finalement juridique. C'est pour ça que nous avions eu l'occasion de dire d'ailleurs qu'en dehors de ce consentement juridique, c'est exactement comme une personne qui est sous sauvegarde de justice, et qui est sous tutelle, sous curatelle, etc. Bon, on va quand même, si on ne peut pas obtenir son consentement tel qu'il est prévu dans le juridique, rien n'empêche, et au contraire, tout oblige le médecin à rechercher l'assentiment. Il y a des enfants de 12 ans qui sont parfaits, on les voit, nous, dans les hôpitaux, il y a des enfants de 12 ans qui sont tout à fait capables d'entendre ce que le médecin va dire. Alors, bien évidemment, on doit la vérité aux patients, et comme disait le professeur Jean Bernard, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, mais pas tout et pas tout de suite. On ne va pas dire à un enfant, tu vas mourir. Il n'y a rien à faire, tu vas mourir. Non. Néanmoins, on lui doit la vérité. On doit lui dire qu'il a une maladie, mais qu'on va s'occuper de lui. En tout cas, qu'on va l'accompagner régulièrement, qu'on sera là tous les jours, qu'on répondra à ses questions et qu'on va lui donner les meilleurs médicaments du monde. Bien évidemment. Je ne dis pas de mentir, mais je dis de rester humain jusqu'au bout. Or, malheureusement, d'ailleurs, c'est une discussion qu'on a en ce moment sur la consultation d'annonce. Les consultations d'annonce, aujourd'hui, je suis désolé, mais il y a des choses qui sont inacceptables. On n'annonce pas à quelqu'un un pronostic fatal à court terme par téléphone ou dans la salle d'attente dans tout le monde, ou même dans le couloir. Non, on reçoit cette personne, on l'écoute et on lui dit la vérité petit à petit et en fonction de ses réactions. Parce qu'on peut se tracer en disant « je vais lui dire ça, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça ». Rien ne se passe comme ça. En tout cas, il ne faut pas lui poser le paquet sur la table et la renvoyer dans ses foyers à 21h après la consultation. Ce n'est pas humain, ça. Voilà. Bon, donc je veux dire que pour l'enfant, il faut parler avec l'enfant, il faut discuter avec l'enfant, il faut l'informer en tout cas, et il faudra tenir compte en tout cas de... Et puis si par hasard il fallait faire vraiment quelque chose pour l'enfant et que les parents s'y opposent, ben dans ce cas-là, on a la possibilité d'informer le procureur de la République éventuellement, parce que ça pourrait être considéré comme une non-assistance à la personne en danger, et que dans ce cas-là, vous savez très bien comme moi, qu'on fait fi du secret médical et on prévient le procureur de la République. Si c'est moins dangereux, on prévient la cellule de recueil d'informations préoccupantes des conseils départementaux maintenant. Mais voilà, donc écoutez la parole, écoutez l'enfant, quand bien même sa parole serait incomplète, insuffisante, inadaptée ou autre. Après, on corrigera, mais voilà. D'accord. Je vais maintenant laisser la parole à notre rapporteur. D'abord, des félicitations et un grand merci pour une présentation riche et complète. Donc cette présentation, d'ailleurs si riche et complète, que je vous demanderai si éventuellement vous pouvez la compléter par une contribution écrite que vous nous adressez
enfin quelques éléments que vous avez en plus de ce que vous avez évoqué, touchant à de très nombreux sujets, et c'est évidemment tout à fait important. Le Conseil national de l'ordre, on le voit bien, vous écoutez, accompagne très positivement les évolutions de notre société, entend les questions nouvelles, comme vous l'avez vous-même dit, ne se contente pas d'avoir des propositions écrites dans le marbre, mais réfléchit en permanence à leur évolution souhaitable. Alors je voudrais juste vous citer, parce que ça complète ce que vous venez de nous dire. Tout récemment, vous avez dit: le rôle des médecins est d'apaiser les souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Or, le désir d'enfant est une souffrance et le médecin est là pour l'entendre. Donc on voit à quelle question vous répondez, et c'est un point que d'ailleurs vous complétez un peu plus loin en disant: l'ordre des médecins n'est pas une instance moralisatrice, et vous avez réfuté l'argument des opposants à l'extension de la PMA selon lequel cela équivaudrait à instaurer un droit à l'enfant. Vous dites: on devrait plutôt parler du droit d'accéder à une technique médicale spécialisée. Donc je vais, comme l'a dit notre président, vous dire qu'est-ce que vous pensez de ceux, y compris parmi nos confrères, parmi les médecins, qui disent la PMA devrait être réservée au traitement, pas au traitement, à la suppléance de la... Puisqu'on ne traite pas la stérilité, mais on supplée à une stérilité médicalement prouvée. Il s'avère qu'en pratique, déjà actuellement, un pourcentage qui est évalué à 30 à 40% des PMA sont effectués dans des cas où il n'y a pas du tout de stérilité médicale, mais simplement difficulté à concevoir. Et certains de ces couples bénéficiant de PMA, quelques années plus tard, auront des enfants dans des conditions tout à fait naturelles, prouvant bien qu'il n'y avait pas une infertilité ni chez le père ni chez la mère. Donc c'est déjà étendu à une forme de demande sociétale. Ici, dans la question qui se pose à nous, c'est l'extension à une demande sociétale pour femmes seules ou femmes en couple homosexuel. Mais j'aimerais avoir votre réflexion vis-à-vis de ceux, y compris parmi les médecins, qui voudraient réserver cela à une seule suppléance de pathologie. Et à partir du moment où on accepte cela, vous l'avez dit avec l'article 7 qui ne permet pas la discrimination, on ne peut pas à ce moment-là choisir une condition ou l'autre, à partir du moment où on accepte que ça puisse être une réponse à une demande sociétale. Deuxième brève question sur l'accès aux origines, et je vous approuve, enfin j'adhère à votre indication que il ne faut pas le confondre avec la levée d'anonymat. C'est une terminologie beaucoup plus appropriée d'utiliser l'accès aux origines. Bien sûr, avant, ceci était régi par le secret qui d'ailleurs ne visait pas à protéger du tout l'enfant, mais plutôt les parents, et notamment les pères, dont la société de l'époque avait tendance à vouloir tout à fait dissimuler une éventuelle infertilité, parce que à l'époque, et peut-être encore chez certains aujourd'hui, il y a une confusion complète entre fécondité et virilité. Et donc un homme qui devait ouvertement reconnaître qu'il n'était pas fertile avait l'impression que sa virilité était remise en cause, et donc parfois même son honneur. Donc on voit pourquoi la société a couvert d'un voile pudique toutes ces choses, et tout cela a été fait en catimini. Aujourd'hui, ça ne tient pas. Ça tient d'autant moins que parmi les enfants nés de ces conditions, déjà maintenant 5 sont arrivés à avoir accès par la génétique couplée à la généalogie à leur procréateur. Et donc, il serait illusoire de croire qu'on peut maintenir le secret. Et donc, de multiples raisons plaident pour que ces enfants soient le plus tôt possible informés sur leurs conditions de procréation dès l'enfance, puis plus tard, dans l'adolescence ou à leurs 18 ans, aient un certain nombre d'informations. Il y a tous les degrés sur cela. Et évidemment, ça ne suppose pas forcément une rencontre. Loin s'en faut. D'ailleurs, beaucoup ne demandent pas à rencontrer le donneur de gamètes. Mais j'aimerais que vous puissiez développer un petit peu ce que vous pensez sur les degrés d'information
à fournir à l'enfant, à l'adolescent et au jeune adulte. Troisième question, les dons d'organes. Pour en parler longuement, mais je vais être très bref. Dominique Touvenin, ici même, nous a dit hier qu'elle récusait sur le plan juridique le terme de don. Je ne vais pas revenir sur sa démonstration. Et donc, elle ne nous permet plus que de parler de prélèvement. Bon, dont acte, on parle de prélèvement, le résultat est le même. Ça permet d'avoir des organes qui vont être utilisés pour des transplantations. Et vous avez dit tout ce qu'il importait de dire. Vous regrettez qu'il n'y ait pas en France de registre des oui. Nos amis belges ont un double registre des oui et des non, enfin des donneurs ou de ceux qui récusent le don ou le prélèvement. Et avec tous les efforts qu'ils ont faits, y compris, je crois, leur Premier ministre qui a été devant la presse télévisée et a indiqué que lui-même s'était bien inscrit, etc., etc. Avec tous ces efforts, ils ne sont pas arrivés à obtenir plus de 5 ou 8%, je ne sais plus le chiffre exact, enfin un nombre infime de gens qui se sont inscrits sur l'un ou l'autre des registres. Et donc on se rend compte de la difficulté qu'il y a pour nos contemporains à se prononcer sur l'avenir de leurs organes. Et vous avez raison, et j'ajoute juste les chiffres, de dire la dimension que ça représente en difficulté, puisque si 6 000 transplantations sont effectuées annuellement, 23 000 malades sont inscrits sur liste d'attente, prouvant bien qu'ils ne seront pas tous satisfaits, loin s'en faut, et que donc ils vont mourir sans avoir pu être greffés. Or, l'Agence de la biomédecine ainsi que la mission Flash conduite ici même il y a quelques mois ont montré qu'il y avait des disparités régionales excessives. Certaines régions évoquent des oppositions bien plus que doubles, parfois triples, de certaines autres régions, sans qu'une explication valable ait pu nous être fournie. C'est pas une sociologie différente, c'est peut-être des équipes moins bien formées, où il y a plus, que sais-je. En tout cas, il y a une disparité. Cette disparité est en train de générer des remous, puisque une association s'occupant des malades a demandé à ce que cette disparité de prélèvements générant une disparité d'accès à la greffe, il y a des malades dans certaines villes qui ont très peu de chances pour être traités, et donc il faut faire un pool national pour que les chances d'accès soient les mêmes. Oubliant une chose, c'est que la ville ou la région qui fait tous les efforts pour prélèvement le fait d'autant plus qu'elle sait que les malades dont elle s'occupe pourront être traités. Et que si tout est mis dans un pool global, il n'y aura plus d'émulation, de stimulation, d'encouragement à cela. Donc, est-ce que vous avez une proposition à faire pour essayer de résorber ces disparités, améliorer cet accès et je pense que la solution pour éviter les trop grandes disparités pour les receveurs est d'éviter qu'il y ait trop de disparités dans les prélèvements. Dernier point, médecine prédictive. Vous l'avez peu abordé, mais c'est une de nos préoccupations. Les tests génétiques en France sont d'accès très réservé. Il faut que ça passe par une demande médicale, mais évidemment, les malades peuvent demander en Allemagne, dans tout autre pays, la possibilité d'avoir leur génome développé en envoyant un tout petit prélèvement. Et il y a des gens ainsi qui obtiennent des informations très imprécises d'ailleurs sur leur prédisposition éventuelle à des maladies. Est-ce que vous pensez qu'il faut ou qu'il ne faut pas assouplir au niveau des médecins, puisqu'en France, c'est le médecin qui le prescrit. Mais évidemment, selon que le message est donné au médecin prescripteur, soyez assez large dans vos indications quand les malades vous le demandent, ou au contraire, soyez très restrictifs, faut-il encourager ou dissuader d'une certaine extension sur les connaissances génétiques et la médecine prédictive qui en résulte. Pour schématiser, l'avantage de l'extension, c'est de permettre que les gens qui vont avoir une propension de maladie puissent avoir des conseils hygiéno-diététiques ou des traitements qui vont retarder l'émergence de maladies ou la prévenir. Bon, quelqu'un qui a des gènes de forte propension au diabète mangera moins de sucre et fera plus d'exercice physique pour être caricatural. Et le dépistage sera fait plus fréquemment. Donc, la maladie sera diagnostiquée plus tôt et dans les meilleures conditions. Donc, faut-il aller dans ce sens ? Mais les adversaires de cela disent les 3/4 de ces prédictions sont pour l'instant très imprécises, très peu probables. On génère des angoisses chez les gens.
Et en plus, il y a des erreurs parce que beaucoup de maladies ne sont pas monogéniques, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et au bout du compte, on fait des fausses remarques aux malades. Mon dernier point juste général, Oui, c'est progression. C'est généralement la progression des droits du malade qui se fait de façon naturelle, mais forcément au détriment du, entre guillemets, pouvoir médical. Je voudrais savoir si vous pensez qu'il faut accompagner cette progression des droits du malade, et si, au-delà du consentement éclairé, qui est régi dans la loi de 2002, il faut aller jusqu'à une décision partagée, une codécision malade-médecin. Je me tais. Merci, monsieur le rapporteur. C'est pour qu'on puisse avoir le temps de l'échange. Docteur. Monsieur le Président, voilà beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre relativement peut-être rapidement. Vous avez débuté votre intervention par l'opposition de certains confrères, finalement, à ce que l'on dit de l'AMP. Et inutile de vous dire que depuis hier soir, déjà, j'ai quelques remontées parfois un petit peu désagréables. Oui, on ne fera jamais plaisir à 100% des médecins. Comme dans la société, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Alors oui, c'est un argument de dire nous, on est là pour soigner des maladies et pas pour répondre à des sollicitations sociétales. C'est pour ça que, parce qu'on considère bien que la demande est sociétale, qu'on dit que la réponse doit être sociétale. Mais si la société le veut, après, c'est aux médecins évidemment à y répondre, parce que sur le plan technique, je ne vois pas qui pourrait le faire. Donc si la société veut une évolution, c'est au médecin à répondre, mais au médecin à répondre à condition de lui laisser lui aussi son autonomie de décision. Mais nous ne sortirons pas de ce débat pour ou contre. Alors, est-ce qu'il faut que la médecine soit au service, entre guillemets, des desiderata de la société ? C'est une grande, très très grande question. Mais le médecin n'est-il pas là pour écouter son patient ? Le médecin n'est-il pas là pour essayer de répondre le mieux possible à sa demande ? Et vous savez bien que le bien-être qui avait été défini par l'OMS, ça fait déjà bien longtemps, c'est le bien-être physique et psychique. Voilà. Je pense, on peut penser qu'une femme seule en mal d'enfant souffre de cet état-là, et si vraiment il y a une motivation profonde, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas recours à la médecine et pourquoi la médecine lui refuserait? Au nom de quel principe? Moi, conseiller ordinal, j'estime, madame, que vous n'avez pas droit. Je vois pas. Il me semble que l'ordre s'attribuerait ainsi des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Alors que le législateur nous dise ce qu'il veut, et ensuite nous adapterons nos réponses. Mais il est certain que nous ne ferons jamais le consensus, que ce soit d'ailleurs sur ce sujet-là ou sur bien d'autres en matière de bioéthique, et encore plus loin jusqu'à la fin du film. La deuxième question sur l'anonymat. On est bien d'accord qu'il vaut mieux appeler un accès à certains éléments concernant ses origines. Moi, j'ai reçu des personnes issues de ce... J'en ai reçu deux en particulier. Quelqu'un qui me disait je me suis douté toute ma vie parce qu'on n'avait rien dit. D'ailleurs, pour aider les parents à ne rien dire, on essaie aussi non seulement de vérifier l'origine géographique, mais aussi le groupe sanguin. Parce que vous savez bien qu'à l'école, dès qu'on fait des tests dans un laboratoire, on recherche son groupe sanguin. Et ainsi, le petit arrive le soir à la maison en disant « Je ne comprends pas, vous êtes tous les deux zéro-négatifs et moi je suis B+. » Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et donc on apparie avec le groupe sanguin. L'anonymat, à condition qu'on parle d'accès à certaines données des origines, en plus si ça peut servir pour le suivi d'une pathologie ou autre, parce qu'après tout, celui qui se découvre une maladie de Huntington à 30 ans et qui a donné des gamètes 10 ans avant, c'est vrai que ça pose question. Et ça pose question, mais c'est une question que vous avez reposée un petit peu plus loin. Donc, voilà le sentiment de l'ordre. Et donc, parmi ces deux personnes que j'ai reçues, il y en a une qui disait, donc, les deux disaient, bon, on s'en est toujours douté, et lorsqu'elles l'ont appris, il y en a une qui a été enchantée, parce que ça a levé des tas d'interdits, des tas de... Les deux m'ont dit,
Quand on regardait notre père, quand même, on disait, c'est quand même bizarre, hein, parce que moi, je fais 1m90, lui fait 1m55, c'est quand même bizarre. Hein. Alors, il y en a un qui était enchanté d'avoir appris que, et un autre qui en voulait terriblement aux parents du mensonge qui s'était pérennisé tout au long. Et peut-on blâmer les parents qui ne le disent pas au début, puis qui après ne savent plus comment le dire, et puis qui vont attendre une circonstance, et puis cette circonstance ne vient pas, et puis ils se reposent des questions, et si jamais il ne l'admet pas, et si jamais il s'en va. Voilà. Je crois en tout cas, j'ai entendu ces personnes avec beaucoup d'émotion. En ce qui concerne le prélèvement, alors c'est vrai qu'il y a des disparités, et vous vous souvenez, monsieur, que lorsque nous étions rencontrés au ministère, les Espagnols étaient venus nous apporter leurs statistiques, qui étaient d'ailleurs extraordinaires. Pour un pays latin en plus, et où on pourrait penser que, eh bien, ils arrivent à des taux extraordinaires qui font honte finalement aux Français. Je crois que tout passe par l'éducation et l'instruction. Je crois que tout passe par les messages que l'on fait passer. Hein. Je crois que l'ordre a son rôle à remplir, comme d'autres. Je crois qu'il faut informer les jeunes. D'ailleurs, lorsqu'on parle aux jeunes, ils ne sont pas opposés aux dons d'organes. Au contraire, les jeunes sont beaucoup plus favorables aux dons d'organes que les gens d'un certain âge. Hein. Je crois qu'il ne faut pas bousculer les choses, mais il faut les favoriser. Peut-être qu'à côté du registre du refus, peut-être qu'un registre du don, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, et je suis tout à fait d'accord avec vous, on peut parler de don lorsque c'est volontaire, délibéré, etc. Dans le reste des cas, ce sont des prélèvements. Vous savez, j'ai le souvenir personnel, moi, de la première greffe cardiaque à Bordeaux. J'étais dans l'équipe de greffe, et lorsqu'il a fallu aller chercher ce cœur qui battait encore dans un autre établissement, et qu'il a fallu affronter la famille à cette époque, ça fait de longues années, il a fallu affronter la famille pour expliquer que, eh bien, c'est pas un moment facile, hein, et puis il n'y avait pas d'équipe de prélèvement à ce moment-là, et ça se faisait un petit peu au feeling. Hein. Et réussir à obtenir l'accord de la famille dans des circonstances où leurs parents viennent d'avoir un accident alors qu'il est parti le matin en pleine santé, et que le soir on demande de prélever le cœur, c'est violent, c'est violent. Voilà ce que je peux dire sur le don d'organes. Hein. Mais vous avez raison, je pense qu'un pool national ferait qu'il y aurait un désengagement régional, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est vrai que tout passe, à mon avis, par la promotion du don. Il faut mettre le paquet là-dessus. Je vous promets, en tant que représentant ordinal, de faire tout ce que nous pourrons, nous, pour être les messagers auprès de nos collègues et confrères, par le biais du bulletin national de l'ordre des médecins, de remettre encore, et je vous promets, je fais partie de la commission du bulletin, d'œuvrer dans ce sens. La médecine prédictive. Alors oui, c'est vrai que là aussi, la technique permet des choses qu'on n'aurait jamais imaginées avant. Alors, la question que je pose, mais je n'ai pas la réponse, est-ce qu'il est opportun de dire à quelqu'un... dans le déroulé de votre analyse, là, vous avez des chances de faire une maladie de Huntington. Je dis pourquoi lui dire? Parce que nous n'avons pas la clé et la réponse et le traitement. S'il s'agit de découvrir une affection qui est curable, oui, bien sûr, tout à fait. On ne peut pas être contre. Par contre, s'il s'agit de donner tout le listing d'anomalies génétiques que l'on a trouvées parce qu'on cherchait une anomalie et qu'on en a trouvé 15 à côté, est-ce qu'il est utile de pourrir la vie de ce patient? À plus forte raison, si toutes ces informations ne débouchent pas sur une possibilité de prise en charge cohérente et intelligente de leur affection. Voilà ce qu'on peut dire sur la médecine prédictive. Alors, dépistage, oui, à condition qu'il soit ciblé. Je crois qu'il serait probablement imprudent de déborder de cela. Mais s'il s'agit d'affections curable, où on peut prendre des dispositions en amont, si on peut éviter à quelqu'un d'être diabétique insulinodépendant à 40 ans, et si on peut lui dire depuis 30 ans, ben c'est bien, oui, d'accord. Mais en ce qui concerne les pathologies neurodégénératives, et celles à plus forte raison contre lesquelles, malheureusement, nous sommes les bras ballants, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Enfin, vous avez parlé des droits du malade et de la codécision.
ben, la codécision, elle fait partie du contrat du médecin et de son patient. C'est fini maintenant. Vous savez bien qu'on a critiqué le paternalisme, même si pendant de longues années, moi j'ai été médecin de campagne et lorsqu'un patient venait me voir, je lui disais, ben, vous avez cette solution ou l'autre. Et il me disait, ben, docteur, si je suis venu vous voir, c'est pour que vous me disiez ce qu'il faut faire. Voilà. Alors oui, nous nous sommes carapassonnés dans cette attitude paternaliste qui est critiquable aujourd'hui. Mais bon, je pense que la loi démocratie sanitaire a ouvert les portes et qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend une décision avec le patient, c'est après lui avoir donné toutes les cartes et c'est à lui, mais il appartient toujours au médecin, évidemment, d'être le confident et d'être aussi, il est chargé aussi d'expliciter pour obtenir un consentement. En tout cas, l'information médicale reste capitale et la codécision doit être aujourd'hui la règle. On ne va pas opérer quelqu'un qui n'est pas d'accord, évidemment. Merci, docteur. Donc, ce que je vous propose, pour les questions-réponses, on a un délai très réduit. En tout état de cause, j'arrêterai à 17h30 nos échanges et je vais prendre les trois questions, les trois premières qui étaient proposées. Donc, les questions, je vous invite à faire le plus court possible. Et puis également, docteur, si vous me permettez, également des réponses concises. Laurence Vanceunebroek-Mialon, Jean-François Mbaye, Laetitia Romero-Diaz. C'est parti pour Laurence Vanceunebroek-Mialon. Merci, Monsieur le Président. Merci donc pour votre propos très intéressant. J'aimerais, en ce qui me concerne, aborder avec vous la problématique de l'autoconservation ovocytaire. En effet, cette possibilité qui est offerte aux femmes souffre peut-être d'un manque d'informations dont pourraient bénéficier ces dernières sur les conséquences sur leur santé lorsqu'elles réalisent cet acte médical, mais aussi sur les risques que cette pratique comporte et enfin sur l'absence de certitude quant à la réussite de la procédure. Par ailleurs, une fois l'information délivrée, on estime une hausse du nombre de gamètes disponibles et cette pratique aurait donc une utilité sociale non négligeable. En effet, il serait possible que les ovocytes conservés puissent servir à d'autres couples, dans la mesure où elle aurait éventuellement pu procréer par ses propres moyens ou juste abandonner l'idée éventuelle d'utiliser l'objet du prélèvement. Aussi, je m'interroge sur les problèmes qui seraient encore non identifiables déontologiquement à propos de l'autoconservation. J'aimerais donc justement avoir votre approche sur le sujet, mais vous avez déjà un petit peu répondu peut-être tout à l'heure. Merci. Jean-François Mbaye. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour ces éclairages. Moi, j'avais prévu de vous poser deux questions. Une qui était en rapport avec l'un des piliers fondamentaux de la démocratie sanitaire, mais avec la question de mon collègue Jean-Louis Touraine, la dernière question, vous y avez répondu. Néanmoins, j'avais une deuxième question qui tournait autour de l'environnement de la procréation artificielle. Alors, j'ai bien compris que le Conseil national de l'ordre des médecins réfléchit et participe à ce que les avancées médicales soient comprises, les encourage, etc. Bon, vous avez réfléchi sur un certain nombre de points autour de la procréation artificielle. Moi, j'aimerais aujourd'hui savoir, est-ce que vous avez réfléchi, abordé la question de l'insémination post-mortem, voilà, la PMA post-mortem, puisque vous n'en avez pas parlé. Quel est le regard que vous portez dessus? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question? Merci. Merci. Laetitia Romero-Diaz. Oui, merci. Donc, les médecins ont le droit, en vertu de la loi, d'objecter leur droit de conscience dans le cadre du recours à l'interruption volontaire de grossesse. Récemment, dans l'actualité, nous avons vu donc, le président du syndicat des gynécologues s'exprimer à ce sujet, estimant que dans le cadre de sa mission, il ne souhaitait plus effectuer cette pratique, étant donné que son métier consiste à donner la vie et non à l'empêcher. J'aimerais connaître donc votre position éthique concernant la PMA, pratique qui consiste, elle, à donner la vie. Jusqu'où doit-on poser la liberté du droit d'objection pour le médecin? Serait-il, selon vous, légitime de reconnaître le droit de conscience à un médecin qui refuserait de procéder à une PMA pour un couple de femmes ou une femme seule? N'y aurait-il pas un risque que le médecin devienne un policier des mœurs en droit de privilégier telle ou telle forme de structure familiale en vertu de ses convictions personnelles? J'ai entendu que vous avez mentionné non pas l'objection systématique, mais la possibilité de se récuser en orientant la patiente. Vous comprendrez que la subtilité entre le droit d'objection et la récusation puisse nous échapper et échapper aux femmes concernées. N'y a-t-il pas un risque d'hypocrisie? Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce sujet? Merci. Merci. Donc un exercice difficile. Docteur, en 4 minutes, réponse à 3 questions. Alors, en quelques minutes, sur l'autoconservation des gamètes, vous avez posé la question. L'Ordre des médecins ne veut pas se prononcer en disant c'est bien, c'est pas bien, faites-le, ne le faites pas. L'Ordre des médecins dit à ces médecins vous devez, parce que c'est votre devoir déontologique, d'informer les femmes
sur les dangers et les risques. Vous savez que lorsqu'on veut récupérer des ovocytes, il faut faire une stimulation ovarienne par l'injection de produits dangereux, extrêmement dangereux, qui peuvent provoquer comme complication principale des complications thromboemboliques, c'est-à-dire phlébite, embolie pulmonaire et décès. Bon, alors, pour une femme qui a 22 ans et qui veut garder ses ovocytes pour s'en servir 10 ans plus tard, tout de même, il faut que le médecin lui dise « voilà ce que vous risquez quand même ». À plus forte raison, si elle a pris la pilule pendant un certain temps, si elle est tabagique, si... voilà. Le rôle du médecin, c'est de prévenir. Après, la femme fera ce qu'elle voudra. Le médecin ne peut pas intervenir dans la décision, mais le devoir du médecin, c'est de l'informer. Et il doit l'informer aussi, et puis chiffre en main si besoin est, du faible pourcentage de réussite. Hein. Une femme qui fait conserver ses ovocytes à 26 ans, 27 ans, 28 ans en général, qui veut s'en servir à 39 ans, il n'y a que 6% d'ovocytes conservés, vitrifiés, hein, qui donneront lieu à un embryon vivant. Ce qui ne veut pas dire encore qu'on aboutisse. Voilà. Alors, le médecin qui ne dirait pas à une femme, vous avez 6% de chance, eh bien, il ne remplirait pas sa mission. Voilà. J'ai à peu près répondu à votre question. Post-mortem, qui a posé la question post-mortem? C'est vous. Post-mortem, oui. Franchement, aujourd'hui, c'est pas possible, mais il y a eu un cas qui a donné lieu d'ailleurs dans la presse. Bon, voilà. La question qu'il faut se poser, on refuserait à une femme de se servir de spermatozoïdes qui ont été conservés en amont de... Voilà. Première question à se poser, est-ce que cette conservation entrait dans un programme de projet parental? Ou bien est-ce que c'était comme ça? Bon, hein. Et deuxièmement, la question qu'il faut se poser, c'est que imaginons que la loi évolue et qu'on autorise la PMA à une femme seule. On lui autoriserait la PMA avec des spermatozoïdes X, et elle ne pourrait pas se servir de ceux qui étaient ceux de... Bon, enfin, on risquerait d'arriver à des situations ubuesques. Ça répond à votre question? On ne va pas prolonger le débat, je suis vraiment désolé. Voilà, je crois. Oui, je peux vous recevoir quand vous voulez. Hein. Sur la clause de conscience. Alors, la clause de conscience, évidemment, elle a toujours fait débat. Mais on ne peut pas empêcher un médecin d'avoir une clause de conscience. Alors, il y a une nuance entre clause de conscience et refus de soins. Voilà. Un médecin a toujours le droit de refuser ses soins, à deux conditions incontournables, et les juridictions disciplinaires, d'ailleurs, là-dessus, sont très à cheval. Il ne doit pas s'agir d'une urgence. Dans ce cas-là, le médecin doit faire tout ce qu'il peut. Et deuxièmement, le médecin doit prendre toute disposition pour que le patient ou la patiente puisse continuer à se faire suivre, c'est-à-dire lui remettre son dossier, la mettre en relation avec quelqu'un de loin. Un médecin a toujours le droit de dire à une patiente ou un patient « Écoutez, ne revenez plus me voir, je ne peux plus vous supporter, je vous donne des traitements, vous ne les suivez pas, je vous demande des examens complémentaires, vous ne les faites pas, ce n'est pas la peine de venir tous les 8 jours, je ne veux plus vous soigner. » Le médecin a tout à fait le droit de le dire. Ce n'est pas sa clause de conscience, c'est son droit de récusation. Dans ce cas-là, il doit lui dire il n'y a pas d'urgence aujourd'hui, vous n'avez pas de douleur, vous n'avez pas si. Voilà. Et il doit s'assurer que le patient va pouvoir être pris en charge par un confrère moins heureux. La clause de conscience, elle est générale, parce qu'à travers cet article 47, la clause de. Finalement, ça ne s'appelle pas clause de conscience. On l'a baptisé comme ça. Même dans la loi Veil, c'est prévu. Le médecin peut tout à fait refuser. C'est l'article 18 qui a donné lieu d'ailleurs à des combats, mais pour défendre cet article, il faut que cet article sur l'IVG demeure, qui donne la possibilité au médecin de refuser. Parce que la grossesse n'est pas une pathologie, c'est une étape physiologique. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une urgence. Et le médecin, pour des raisons personnelles ou professionnelles, peut le refuser. Mais par contre, le médecin a l'obligation absolue, et s'il ne fait pas, il sera poursuivi et sanctionné, a l'obligation de prendre en charge, de donner des informations, etc. Autre question, objection. Oui, alors objection, clause de conscience. Objection, j'aime pas trop parce que ça fait objecteur de conscience. Ça rappelle les... Bon, bien. Attention au médecin de ne pas se réfugier derrière sa clause de conscience pour une discrimination. Par exemple, le médecin peut
peut refuser de soigner quelqu'un pour une raison X, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais si en plus cette personne présente d'autres... Imaginons, par exemple, que cette patiente ne soit pas compliante au traitement proposé par le médecin, mais qu'en plus elle soit d'une ethnie particulière ou qu'elle soit en état d'hygiène déplorable ou autre. Le médecin ne peut pas, au titre de l'hygiène, lui dire « Madame, je ne veux pas vous soigner ». Il peut lui dire « Je ne veux pas vous soigner, madame, parce que vous ne m'écoutez pas », mais il ne peut pas lui dire « Madame, parce que vous êtes sale, je ne veux pas vous soigner ». On est bien d'accord là-dessus. Il ne faut pas que la clause de conscience soit un petit peu masquée par cette discrimination. La non-discrimination est une règle absolue pour les médecins et pour nous en particulier. Donc, je vous conseille de regarder, si vous voulez bien, ces articles 7, 18 et 47, et surtout d'aller sur le site du Conseil national de l'ordre des médecins. Vous chercherez déontologie et commentaires, et de lire les commentaires que nous avons écrits et réécrits, parce que si les articles du Code de déontologie médicale sont à l'initiative du Conseil national, c'est le Conseil d'État qui les signe, après les avoir éventuellement corrigés. Par contre, les commentaires sont libres, et nous essayons de les remettre à jour régulièrement. Très bien, docteur, écoutez, merci pour ces réponses. On aurait pu prolonger et nous aurons peut-être l'occasion de toute façon, par des échanges, à continuer à nourrir notre réflexion. En tout cas, merci pour votre intervention et nous faisons une première suspension de séance.